Mesdames et messieurs, chers intervenants, chers participants et chers sponsors, bonjour et bienvenue dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour célébrer le 15e anniversaire du Master Trésorerie d'entreprise. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici pour une après-midi d'échange. Je vous présente Séval Lepoureau, étudiante en première année du Master Trésorerie d'entreprise et alternante chez le Deutsche Bank. Et je vous présente Riam Mejdoubi, étudiante en deuxième année du Master et alternante chez Safran. Sans plus attendre, nous allons accueillir Monsieur Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette conférence. Bonjour, merci beaucoup, vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour cette invitation. J'avoue que je suis très impressionné par ce cadre. C'est la première fois que je parle dans ce type d'ambiance. Et puis aussi, je vous préviens tout de suite, Anne Gobert m'a dit « Benoît, tu as 65 ans, tu vas prendre ta retraite dans pas longtemps. Parle de ton parcours professionnel. » Je lui ai dit, mais ça va pas, moi j'ai entendu des vieux qui parlaient d'eux, ils étaient toujours contents d'eux, ils étaient un peu imbus de leur personnage, tout ce qu'ils avaient fait était magnifique, extraordinaire. Je vous préviens, je vais un peu tomber dans ce piège, mais c'est vous qui l'avez demandé, c'est toi qui l'as voulu Anne, donc les tomates pourries, je l'espère, seront pour l'organisatrice et pas pour votre serviteur. Donc, alors ensuite, si je parle de moi, j'ai un autre problème vis-à-vis de vous. Oui, je devais parler à des étudiants. Je vois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui n'ont plus l'âge du étudiant, donc je ne sais plus à qui je parle. Ça fait rien. J'avais plutôt préparé quelque chose. On m'avait demandé pour donner 2-3 conseils de RH à des jeunes étudiants comme nos deux accompagnatrices. Mais là, je vais essayer de continuer comme on me l'a prévu. Je suis un peu gêné aussi parce que si je parle de moi, je suis dans une université respectable et célèbre et personnellement, je suis un pur produit du système français des grandes écoles. Donc je commence, j'ai été un très bon élève dans un lycée de province. Qu'est-ce qu'on fait faire aux très bons élèves s'ils sont un peu bons en tout? Une prépa HEC, à 18 ans, je intègre HEC, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns dans la salle. À HEC, je m'ennuie parce que la compta à 19 ans, c'est pas drôle. Donc je vais traîner à Sciences Po où on refait le monde, c'est quand même plus amusant. Et là, à la fin, après, je passe l'ENA, je rentre à l'ENA, je réussis l'ENA et je sors 2 ans après à l'Inspection Générale des Finances, le système des grands corps. Là aussi, je suis désolé, je suis un peu une espèce en voie de disparition, parce que vous le savez sans doute, le corps de l'Inspection Générale des Finances a été supprimé par le camarade Macron, inspecteur des Finances par ailleurs. Et donc, mais ça va mettre le temps qu'ils meurent tous, on en a encore pour plusieurs décennies, il y en aura encore pendant quelques temps, j'en suis un, pardon, personne n'est parfait. L'inspection des finances à 26 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4 ans de tournée. La tournée, ça veut dire que c'est 4 années d'activité d'audit. D'abord des audits un peu comptables, un peu besogneuses. Aller vérifier un poste comptable, la comptabilité publique ou des impôts au fin fond de la France profonde. Puis après, c'est des audits un petit peu plus stratégiques. Assez intéressant, c'est une belle formation. Après 4 ans de ce régime, j'ai 30 ans, il y a le marché aux esclaves, de la sortie de l'inspection des finances. Le premier, c'était mon ami François Villeroy de Galhau, il part au Trésor, il fera une belle carrière. Moi, je suis plus besogneux, j'arrive à la direction du budget et je passe 1 an en tant que chef de bureau du bureau du budget. En charge du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est une autre époque. J'ai par exemple un souvenir, je me souviens très bien quand il y avait au Parlement, à l'Assemblée nationale, la discussion sur le budget. Le ministre qui était Jean-Pierre Soisson, ministre d'ouverture, gouvernement Rocard, il leur manquait quelques voix, donc ils avaient pris des gens comme ça qui appellent dans un coin, dans une cabine, parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque, le grand chef des finances qui était le ministre Pierre Bérégovoy, et il lui dit « Tu vas dire à ton petit gars là de te taire, j'ai obtenu en échange de mon arrivée au gouvernement 1 milliard de plus, c'était des francs à l'époque, pas des euros, il faut qu'il arrête de m'emmerder. » Donc je me suis fait renvoyer dans mes buts par un système un peu archaïque, mais ça marchait quand même. Et on a eu 1 milliard de plus pour le budget de la formation professionnelle. C'était certainement très bien. J'étais un budgétaire qui faisait évidemment bêtement son boulot.
Un an après, j'ai une opportunité d'aller en cabinet ministériel. J'échoue au cabinet de Michel Rocard et de Tony Dreyfus. Je m'occupe de commerce extérieur en particulier. J'ai le souvenir d'avoir été plusieurs fois en Corée du Sud, dont une fois avec Michel Rocard, pour essayer de leur vendre le TGV. Franchement, pour les finances publiques, ça nous coûtait tellement cher de subventionner des grandes boîtes profil Alstom que je ne suis pas forcément très fier de ces épisodes-là qui, pour moi, sont un peu anciens maintenant. J'adore pas la politique, c'est trop superficiel, un cabinet, on passe de tout, etc. Donc, je suis presque heureux quand François Mitterrand vire les Rocardiens. Michel Rocard est viré en 92, je crois, si je me souviens bien. Du jour au lendemain, vous faites vos valises, vous allez voir autre chose. J'ai le privilège d'être de l'inspection des finances, donc je retourne tranquillement à l'inspection des finances pour chercher du travail. Je pars dans le privé, comme beaucoup de gens de l'inspection, la grande majorité du corps. Et à l'époque aussi, je fais preuve d'un manque de flair assez impressionnant, alors que j'avais fait une belle note pour Michel Rocard un an avant, pour lui expliquer que le Crédit Lyonnais, c'était super dangereux parce qu'ils avaient pris plein de risques et que, attention, eh bien, je rentre au Crédit Lyonnais parce qu'à l'époque, c'est la première banque européenne, elle a le vent en poupe, elle est très succès. Elle donne l'impression d'être successful, même s'il y avait déjà un certain nombre de craquements qui apparaissaient. Et donc, Jean-Yves Abrère, le président de l'époque, m'embauche. Franchement, après, pendant 4 ans, le Crédit Lyonnais, ça va être affreux. C'est une banque qui sera en faillite. Il y a eu en fait plusieurs choses, mais essentiellement, Abrère a eu une politique de rachat de plein de banques en Europe et il achetait sans regarder ce qu'il y avait derrière. Donc, parfois, il achetait des beaux trucs, parfois, il achetait des pas beaux trucs. Moi, comme je suis un petit peu belge d'origine, après avoir fait un premier job au Lyonnais en France, on m'a envoyé dans la filiale belge. C'était une banque vendue par des Américains, Chase, au Crédit Lyonnais. J'ai appris le métier banquier là. C'était des Américano-flamands extrêmement efficaces et des bons banquiers. Parce que quand vous êtes un bon banquier dans ces métiers-là, vous gagnez 10, 15, 20% de return on equity. À côté de ça, j'avais la filiale hollandaise qui faisait du crédit au cinéma et qui a perdu 300, 400, 500, 600% de son equity chaque année pendant plusieurs années. Ça s'est passé dans d'autres pays européens. En France, il y a eu une énorme crise immobilière. Je m'amuse aujourd'hui à l'AMF parce que je ressors des souvenirs de la crise immobilière de les années 90 que j'ai bien connue. Le Crédit Lyonnais était dans tous les mauvais coups à cette époque-là. Pas de liquidité, un marché qui se casse la figure. La banque était en faillite. D'où gros problème. Je me demandais ce que je faisais là, mais j'y étais. Qu'est-ce qui se passe quand une banque de ce niveau-là est en faillite ? Eh bien, comme c'est l'État qui est actionnaire à 100%, et que c'est le début du régime d'aide publique européen, c'était vraiment un début, un no man's land. Comme j'étais à Bruxelles pour m'occuper de la filiale belge, j'ai été partiellement amené à m'occuper du dossier d'aide publique avec un commissaire européen très pugnace. Et on a négocié pendant 2 ans une restructuration. Le résultat des courses, c'est que l'État a pu sauver le Crédit Lyonnais à condition de forcer cette banque à décroître et donc à vendre tout ce qu'ils avaient acheté à tort et à travers. Donc je vends ma filiale belge, je laisse mon bureau à un Allemand de Deutsche Bank. Je retourne à Paris, je me demande ce que je vais faire. J'essaye de faire de la banque d'affaires. Je crois que je ne suis pas assez commercial. Je n'étais pas un bon banquier d'affaires. En plus, avec le Crédit Lyonnais comme étiquette, ça n'allait pas. Un premier client qui me dit « Benoît, j'ai pas envie de travailler avec toi comme Crédit Lyonnais, mais si tu veux faire l'introduction en bourse, on t'embauche. » C'était la Banque Hervé. Je suis donc embauché pour faire l'introduction en bourse de la Banque Hervé. Là aussi, je suis mauvais parce que 2 mois après, le ministre des Finances, pour qu'une banque publique soit mise en bourse, il faut une autorisation de la CPT, la Commission de la participation et des transferts. C'est déjà les problèmes des dual track. La CPT dit « Mais non, en allant en bourse, ça ne rapportera pas assez. Vous faites une vente aux enchères, ça rapportera plus. » J'organise une vente aux enchères. 1 mois après, je me retrouve donc dans une filiale de CCF, devenue HSBC à peu près en même temps. Et donc, je cherche du boulot. Les
gens du CCF et d'HSBC sont en train de se mettre d'accord pour savoir ce qu'ils vont faire. CCF était quand même une très belle banque française à ce moment-là. Elle a été rachetée par une très grande banque internationale. Et pendant un an, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelait le plan stratégique avec un chef à Londres, un autre à Paris. On a mis en place le plan stratégique. Un an après, il découvre que je suis belge. Il m'envoie à Bruxelles pour redresser une banque absolument dans une situation catastrophique, qui était une petite banque. Le CCF, c'était pas la culture HSBC. Ils avaient acheté pas mal de banques, mais eux, ils avaient un autre problème, c'est que dans toutes ces banques, il y avait des intérêts minoritaires, des actionnaires qui avaient gardé le pouvoir et des intérêts minoritaires, donc ils dirigeaient rien. Et ces intérêts minoritaires, ça faisait un système totalement cacophonique. De l'autre côté, HSBC, c'est une énorme banque super intégrée. Il n'y a pas un intérêt minoritaire, personne ne bouge et qui est très unidimensionnel. Bon, dans ce système-là, je suis obligé, je pense que j'ai eu du mal avec des Belges qui étaient vraiment des truands, des Français qui n'y comprenaient rien au-dessus et des Anglais au-dessus qui, eux, y comprenaient. J'ai eu plus de sympathie pour les Anglais, j'ai restructuré avec eux, on a fait des plans sociaux, on a viré plein d'actionnaires, plein de salariés malheureusement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à ce moment-là, c'est aussi cette banque, c'est de la banque privée, c'est une société de bourse, c'est de l'asset management. Quand vous êtes dans une grande banque internationale, en banque privée, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à ce moment-là. Attention, c'est le KYC, le Know Your Customer, et c'est les règles blanchiment qui aujourd'hui sont ce qui décide qu'une banque peut être efficace, peut avoir du succès ou pas. Les Belges, ils prenaient n'importe qui comme client. Les Anglais arrivent, vous me virez tous ces clients-là. Je veux plus que des clients clean. En banque privée, quand vous n'avez plus que des clients clean, vous n'avez plus beaucoup de travail. Donc, je me retrouve à devoir licencier plein de gens. J'aime pas. Il y avait plein de cadres qui avaient des intérêts minoritaires, c'est-à-dire qu'ils étaient actionnaires. Donc, il y en a qui sont partis avec des millions en chèques et d'autres avec pas grand-chose. C'était pas très sympathique. J'aime pas. Je suis parti. Je suis revenu à Paris et j'ai cherché du boulot. Voilà, deuxième phase. Alors là, jusqu'à présent, je pouvais raconter ce que je voulais. Là, je rentre par hasard à l'AMF. Alors, comme j'ai des collègues de l'AMF qui m'écoutent, je dois faire vachement attention maintenant pour vous dire des choses qui sont... Enfin, après, ils vont me dire que je raconte des salades si je ne fais pas très attention. Et en plus, je suis toujours secrétaire général de l'AMF, donc j'ai un devoir de réserve et je ne peux pas raconter tout ce que je veux. Donc, je rentre à l'AMF par hasard. En même temps, ce qui m'intéressait à l'AMF quand je l'ai rejoint, c'est que j'ai quand même assez bien compris que la régulation, c'était une activité en croissance. Quand vous avez avant un business en décroissance et que vous rentrez dans une activité en croissance, je vous assure que l'ambiance, ça change. J'ai jamais eu de doute aussi sur la valeur ajoutée du régulateur. Si vous avez fait de l'économie, on apprend toutes les problématiques d'externalité, d'asymétrie d'information, des problèmes qui en découlent sur ces externalités en matière de stabilité financière, de confiance. Et c'est clair qu'un régulateur, là, il a une vraie valeur ajoutée dans ce cadre. Ce que j'apprécie aussi, c'est un mélange de culture publique et privée, industrie financière, secteur public. Comme je venais des deux, je pense que j'avais un joli profil pour m'épanouir à l'AMF. J'ai eu un peu de chance, c'est sûr. Et puis j'arrive aussi à l'AMF, après, il y avait 300 personnes à ce moment-là, il y en a 520 ou 530 aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a eu également à ce moment-là, en 2003, la création de l'AMF en fait. Il y avait deux institutions auparavant, le Conseil des marchés financiers, la COB, la Commission des opérations de bourse. Elles fusionnent, elles se créent l'AMF, ils cherchent des nouveaux cadres dirigeants de mon profil. Je rentre donc dedans et je crois pouvoir dire que j'y ai été très heureux. Les missions de l'AMF, vous les connaissez certainement, la protection de l'épargne, le bon fonctionnement des marchés financiers. Je dis toujours aux nouveaux, méfiez-vous, pour le bon fonctionnement des marchés financiers, c'est le terme précis du législateur. C'est très vague, c'est très ambigu, mais c'est très bien qu'on ait un objectif aussi ambigu, parce que ça nous permet après, sur certains grands débats, d'essayer de nous positionner d'une manière intelligente et qui n'est pas facile. Un des grands débats, dilemmes qu'on a toujours à la parité des marchés financiers, est-ce qu'on a un bon équilibre entre le contrôle, la fonction sanctionnante, la fonction gendarme, et puis de l'autre côté, le côté encouragement, développement des marchés financiers. Le développement des marchés financiers n'est pas
dans nos missions, mais en même temps, si moi je contrôle et je sanctionne trop, les marchés financiers disparaissent et ils reviennent par la fenêtre parce qu'on est dans des marchés ouverts. Tout se passe à Luxembourg, à Londres, avant le Brexit, etc. Et donc, je ne fais plus mon travail où il n'y a plus de marché financier en France et tout est intermédié par des non-français. Donc et j'ai toujours été, depuis le premier jour à l'AMF, dans ce dilemme pour essayer de trouver un bon équilibre. On a refait avec l'AMF et la nouvelle présidente Marianne Barbalayani un plan stratégique, Impact 2027. On s'est recoltiné ce débat. On a décidé de rester, et je pense qu'on a raison, un régulateur exigeant, mais en même temps, on sait qu'on doit faire attention à cet équilibre par rapport pour avoir un marché financier ou des acteurs financiers en France qui se maintiennent ou se développent. Plus pratiquement, à l'AMF, quand j'arrive, premier job, ça a été de diriger l'asset management. S'il y a des étudiants qui ne savent pas où aller, c'est un secteur qui n'est pas très connu. L'asset management, au niveau du grand public, il y a 700 sociétés de gestion en France, il y a 12 000 fonds, ils gèrent 2 000 milliards d'actifs. Il y a plein de métiers passionnants derrière, c'est souvent eux qui ont le pouvoir. Par rapport à tout ce que les entreprises dans lesquelles vous êtes vous ont raconté, attention, derrière il y a des actionnaires, derrière les actionnaires il y a des asset managers, parfois d'ailleurs ils ne font pas assez bien leur boulot, je trouve, en matière de gouvernance, mais c'est eux qui ont le pouvoir, il y a des jobs passionnants derrière, pensez-y si vous ne savez pas quoi faire après votre master. Donc 2 ans, 2004-2006, où je dirige les équipes d'asset management. C'est l'époque également où, dans les années 2000, après la création de l'AMF, notre slogan, c'est de faire comme les Anglais, c'était pas original, better regulation. C'était essayer d'avoir une culture un peu plus proche des marchés financiers et un petit peu moins une culture que je peux dire administrative, qui venait beaucoup de la COP, qui était beaucoup plus une administration. On fait des choses intéressantes, sauf que en 2007-2008, la grande crise financière arrive, il y a tout qui change, Better Regulation disparaît, il y a une énorme crise financière. Alors évidemment, on dira toujours que ça a été une crise d'abord américaine qui s'est petit à petit propagée en Europe, que ça a été aussi une crise bancaire, mais c'est clair que les marchés financiers ont été, y compris européens, ont été une courroie de transmission importante. Pour ma part, je migre en 2008 auprès de la plus belle direction de l'AMF, donc qui est celle de la direction des émetteurs, qui est bien représentée juste en face de moi. Là, c'est une direction d'une 50aine ou une 60aine de personnes qui est en charge de suivre la communication financière des entreprises. Ça, c'est une des choses les plus amusantes, c'est d'avoir tous les petits secrets du CAC 40 et d'essayer de voir si ils sont bien mis sur le marché quand il faut, pas trop tôt, pas trop tard, pour que les marchés financiers, la transparence fonctionne bien. C'est un côté très intéressant. Vous avez toutes les revues des documentations des émetteurs, des prospectus en particulier, sur lesquels il y a toujours beaucoup de débats pour avoir le bon équilibre. Il y a les aspects comptables, états financiers qui sont aussi revus par l'AMF avec des équipes comptables de très bon niveau. Et puis la cerise sur le gâteau, de temps en temps, c'est les grandes batailles boursières. Je me souviens très bien dans ces années-là des grandes batailles qui ont échoué, par exemple LVMH qui a essayé d'acheter Hermès en planquant par des equity swaps sa montée au capital. Il avait à moitié le droit. On a changé le droit alors après pour ça. Bon, la manœuvre a échoué. Vu d'aujourd'hui, je crois que c'est bien parce qu'on a 2 énormes succès avec LVMH et Hermès. Je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée si LVMH avait réussi à acheter Hermès. Mais c'est des sujets, des batailles boursières où l'AMF est vraiment en première ligne avec tous les avocats de l'ASPAS. Et je peux vous dire que là, les commissions, c'est des millions et des millions d'euros. Donc on a droit à du très haut de gamme qui vous instrumentalise et essaye de vendre. Nous, à l'AMF, on essaye d'être extrêmement neutre, de respecter le droit. C'est un métier qui, dans ce secteur-là, est devenu extrêmement juridique, de trouver un bon équilibre et évidemment de veiller au bon fonctionnement des marchés. De temps en temps, c'est pas simple parce que on se demande. Enfin, j'ai toujours essayé d'être extrêmement équitable et neutre, mais je reconnais que c'est pas toujours simple.
Je me souviens de 2 autres grandes batailles boursières, Wendel sur Saint-Gobain. Ça, c'était très... je ne sais pas si le président de l'AFTE s'en souvient ou s'il y était déjà. Moi, je peux dire que je m'en souviens, parce que Wendel sur Saint-Gobain, c'était aussi un sacré manœuvre de place. Et puis, j'en me souviens une beaucoup plus récente, qui a réussi, celle-là, c'est Veolia, il y a 2 ans, quand Veolia a fait son offre hostile sur Suez, et qui, elle, a été un grand succès. À l'AMF, je suis nommé secrétaire général en 2012. Secrétaire général, c'est le pauvre gars qui coordonne, encadre, prend toutes les tomates pourries pour le compte des 500 collègues. Au-dessus de moi, j'ai un président. J'ai eu la chance de travailler avec 3 présidents très très différents, successifs. Il y a un collège qui est avec 15 personnes de tous horizons différents, mais qui se réunissent une fois toutes les 15 jours, alors que les services, donc les 500 personnes, eux, c'est des salariés qui sont là à plein temps et qui travaillent beaucoup, n'est-ce pas, mes collègues qui sont devant moi, pardon pour Anne qui est membre du collège et qui travaille aussi beaucoup à ce titre. Donc ça, c'est je reviens sur l'histoire. À ce moment-là, quand je suis secrétaire général, on est vraiment dans une période de la régulation qui est très nouvelle. C'est l'époque où une autorité européenne est créée, l'ESMA, l'autorité European Securities Market Authority. Son siège est d'ailleurs à Paris. Elle est créée à ce moment-là. À l'époque, ils avaient 50 personnes. Aujourd'hui, ils en ont 300. On n'a pas fait, dans le secteur des marchés financiers, d'autorité intégrée. Attention, de l'extérieur, c'est extraordinairement différent. Les bancaires ont fini par faire à ce moment-là un système intégré, c'est le SSM, le siège est à Francfort. Par contre, les marchés financiers qui ont l'air extrêmement internationalisés, ils le sont, sauf que les régulateurs, c'est l'AMF et 26 autres collègues dans les 27 pays européens qui se retrouvent autour de la table de l'autorité européenne, qui a un peu plus de moyens aujourd'hui, mais qui n'a presque pas, sauf pour les agences de rating, qui n'a pas de pouvoir de régulation directe. Donc on se retrouve entre nous, on se connaît bien, on s'échange beaucoup, on compare nos pratiques de supervision, on appelle ça Supervisory Convergence. C'est très bien sur le papier, ça permet de faire progresser, c'est vrai, mais en même temps c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement chronophage. Et les tentatives, il y en a eu une en particulier en 2017 pour essayer de faire évoluer l'ESMA vers une autorité de régulation en partie en première ligne, ont échoué. À part les Français et les Hollandais, il y avait en Europe personne qui voulait abandonner ses pouvoirs. Il n'y avait plus de grande crise financière à ce moment-là. Donc on a abandonné ce projet et l'ESMA continue à faire de plus en plus de Supervisory Convergence, mais il n'y a pas du tout, à mon avis, de fusion en perspective à court et moyen terme. À cette époque-là, il y a aussi plein de nouvelles réglementations qui arrivent. C'est gigantesque. Vous avez celle sur les marchés qui va mettre des années avec MiFID II, celle sur le post-marché avec EMIR, le clearing obligatoire, la gestion d'actifs, on a AIFM, les fonds monétaires, enfin bref, de quoi occuper plein de régulateurs. C'est compliqué, ça avance. Il y a les aspects européens, il y a aussi des aspects internationaux mondiaux avec les Américains qui ne sont pas des partenaires commodes, mais disons que petit à petit, il y a des choses. Le clearing, par exemple, c'est toujours le sommet de Pittsburgh de 2008 qui a rendu le clearing obligatoire. On a mis 10 ou 12 ans à le faire petit à petit, mais ça a fonctionné et ça rend ça, plus les fonds propres supplémentaires dans les banques, de mon point de vue, les marchés financiers plus solides, plus efficaces et plus stables, je dirais, aujourd'hui qu'en 2007 ou 2008. Nous, à l'AMF, on a aussi beaucoup progressé dans la partie relations avec le public. On a essayé les politiques nous le demandaient. C'était surtout Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF, il y a 12-15 ans, qui l'avait fait, qui l'avait institué. En particulier, une des actions dont j'étais le plus fier. Il y a énormément d'arnaques. Avec plein de gens, des pauvres, des riches, par Internet, vous laissez traîner votre numéro de téléphone et après vous êtes sans vous en rendre compte, ou c'est plutôt, je dirais, ma grand-mère et aujourd'hui ma mère qui ont ce genre de coup de fil et qui se font avoir. C'est considérable, il y a des milliards d'escrocs qui fonctionnent comme ça. On n'a pas arrêté avec le pénal de faire des campagnes de prévention, d'aller faire des enquêtes. Le problème c'est que c'est à l'international, mais c'est une action de prévention, je crois, utile. Malheureusement, c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi pour le grand public et qui, je crois, est très utile.
Dans les activités de l'AMF, 2 ou 3 choses rapidement pour terminer dont je voulais vous parler. On a aussi donc une activité d'enforcement, de sanctions qui est importante. Elle se base sur une direction des enquêtes et une direction des contrôles. Les enquêtes, c'est les abus de marché. Les abus de marché, c'est tout ce qui est initié, tout ce qui est manipulation de marché ou tout ce qui est fausse information. Tout ça en droit, ça s'appelle des abus de marché. Et ces enquêtes essayent avec des moyens d'investigation. Il y a 25 ou 30 enquêteurs à l'AMF qui ont le droit de se faire ouvrir un certain nombre de portes. Même d'ailleurs, mais là il faut l'accord du juge des libertés quand on veut faire une descente chez un particulier pour essayer de trouver des documentations, pour essayer d'établir, encore une fois, des manquements au droit des marchés financiers. Et parfois on a de la chance. Je me souviens toujours, je ne sais même pas comment ils ont fait dans une enquête où on ne savait pas comment une information avait circulé. Un banquier d'affaires dans l'Eurostar de Paris à Londres ou de l'autre à Paris, il n'avait pas vu qu'il avait un jeune stagiaire, je ne sais pas s'il était dans le master de la Sorbonne, qui était à côté de lui, qui travaille dans une autre banque. Il a tout vu, il a tout capté à sa propre hiérarchie qui a utilisé cette information. Et cette banque-là et les gens qui étaient là ont été sanctionnés pour utilisation d'informations privilégiées, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. À mon grand regret, les juristes m'ont dit, celui qui montrait tout dans l'Eurostar, on ne peut pas le sanctionner. Donc on lui a envoyé une lettre il a quand même été, je crois, sa hiérarchie n'était pas contente et lui a fait fortement savoir, mais en droit on n'a pas pu le sanctionner alors que les autres ont été punis. J'ai aussi donc une activité de contrôle. Là, le contrôle, on va regarder si les banques ou les sociétés de gestion respectent les règles professionnelles. Et de temps en temps, on a eu quelques beaux succès, entre guillemets, de gens. Je pense notamment au dossier H2O, qui est une grande société de gestion qui était entre la France et le UK et qui avait fait n'importe quoi en s'acoquinant avec Lars Windors, qui est un Bernard Tapie empire allemand, où il avait mis dans des fonds UCITS des papiers pas du tout priceable. Ça, c'est aussi des choses qui m'ont marqué parce qu'on a passé un an à se dire est-ce qu'on suspend pas. Il était là à nous raconter qu'il allait se refaire la semaine prochaine. Évidemment, l'intérêt des porteurs, c'est qu'ils se refassent. Donc au début, on le croit un peu, puis de moins en moins. Puis un jour, on dit non, désolé, on suspend tout. Et évidemment, ça fait les gros titres et les problèmes s'aggravent. Et en plus, on l'a contrôlé par ailleurs. Et évidemment, il a été lourdement sanctionné. 2 grandes tendances que j'ai eues à l'AMF et qui ont quand même beaucoup changé mon métier ces dernières années et qui n'existaient absolument pas quand j'y suis arrivé. Première, c'est la finance verte, c'est la finance durable. C'est depuis 2017, je dirais, que je suis tombé dans la marmite finance verte. On voit bien qu'il y a eu des textes, des réglementations françaises de plus en plus ambitieuses, importantes dans ce secteur-là. Après, on a eu plein de réglementations européennes. Ce qui est intéressant à l'AMF, c'est qu'on voit tout le paysage qui est très décousu, puisque d'un côté, il y a les gérants d'actifs qui ont eu leurs textes, c'est les CFDR au niveau européen, il y a les émetteurs, les entreprises également, sauf qu'elles ont eu leur texte plus tard, donc on a mis la charrue avant les bœufs, mais aujourd'hui, il y a dans les tuyaux des reportings extra-financiers extrêmement ambitieux qui arrivent avec CSDR pour les grandes entreprises en application en 2025 sur 2024. Donc on a vraiment des changements absolument considérables et je vous passe beaucoup d'autres textes dans ce secteur-là. J'ai gardé quand même une philosophie en disant c'est bien ce que fait le monde financier, c'est bien ce que font les entreprises, il y a une évolution, il y a beaucoup de greenwashing derrière, c'est sûr, mais il n'y a pas que du greenwashing, c'est pour ça que j'accepte la critique, mais je la trouve parfois excessive. Par contre, ce que j'aime pas parfois, c'est des politiques qui ont peut-être un petit peu trop chargé la finance. Je pense que s'il n'y a pas des réglementations qui évoluent dans ce sens-là, la planète et l'économie ne se verdira pas. Un exemple très bête, si vous réglementez et interdisez les moteurs thermiques en 2035, vous avez beaucoup plus d'influence sur le secteur automobile que si vous mettez dans les gérants d'actifs des petites pénalités qui se traduisent avec un coût du capital, vous rajoutez quelques basis points, ça peut avoir une influence, elle est quand même mineure à côté de celle qu'une réglementation pure et dure peut avoir en direct.
Ça ne veut pas dire que la finance verte n'a pas son intérêt, mais je n'ai pas aimé parfois quand c'était une sorte de manière du politique qui ne voulait pas assumer certaines décisions, de dire à tous les financiers, c'est à vous à le gérer. Ce n'est pas aussi simple que cela, et ça peut expliquer d'ailleurs des pushbacks importants qu'on a en ce moment aux États-Unis avec les républicains, mais aussi au niveau de la Commission européenne, assez clairement depuis quelques semaines ou mois. Dernière tendance, dernier chapitre qui m'a occupé à l'AMF, c'est les actifs virtuels, les cryptos. Alors là, quand je en discute avec mes enfants, jamais j'aurais pensé une seconde que j'allais être obligé de m'intéresser à ce nouveau monde, les bitcoins, les cryptos. Eh bien si, on ne sait pas trop ce que c'est en droit. On a créé en France, et c'est d'ailleurs l'AMF, avec quelques, militants des cryptos assez malins. On a vendu au législateur français et il a acheté un dispositif d'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques. Il est rentré en France en vigueur par la loi Pacte de 2019. Aujourd'hui, on en a 80 qui sont dans ce cadre-là. On a maintenant, c'est une régulation très souple et on se rend compte aujourd'hui qu'elle n'est pas suffisante. On a donc réussi aussi à vendre à l'Europe une régulation qu'on appelle MiCA, Market in Crypto Assets Regulation. Elle rentre en vigueur en ce moment, très progressivement sur les 3 prochaines années. Et donc on va avoir sur ces prestataires, et c'est pour nous à l'AMF un sujet très compliqué, de mettre en place ce nouveau régime. Sachant qu'en Europe, on a plutôt eu tendance à qualifier ces cryptoactifs, à ne pas les qualifier d'instruments financiers. En même temps, aux États-Unis, comme d'habitude, ils se battent entre eux et personne n'est d'accord. Mais le gendarme, la SEC, elle a dit c'est des instruments financiers, elle les aligne par des procédures de sanctions. C'est le système du shérif américain. Chacun a son style de régulation. J'avoue que je suis quand même européen et préfère le style européen. Voilà, résumé où j'en suis dans ce que j'ai fait. Encore une fois, merci pour votre attention. Peut-être ce que j'ai voulu, ou quelques messages pour les étudiants qui m'ont frappé rétrospectivement. Quand vous êtes dans des banques, dans des maisons, la culture d'entreprise est quelque chose d'extrêmement important. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la culture d'HSBC, la culture du CCF ou la culture du Crédit Lyonnais sont des cultures très différentes ou celles de l'AMF. Et c'est important quand on va quelque part d'être en phase avec la mission, mais aussi beaucoup la culture de cette entreprise. Je fais de temps en temps des mauvais choix, mais quand j'étais dans des activités ou des entreprises dont la culture rejoignait ma personnalité, j'ai été beaucoup plus heureux. J'ai toujours essayé, je crois que c'est super important d'être dans des jobs où vous apprenez quelque chose. Si vous n'apprenez plus, mais allez faire autre chose. Dans la vie, les temps changent, beaucoup de choses changent. Il faut apprendre. Et si on n'est pas dans un job qui vous donne la possibilité d'apprendre, vous allez végéter, vous allez être malheureux. C'est pas dire qu'il faut avoir une promotion tous les jours, c'est pas du tout ça. Mais si vous apprenez, vous aurez une employabilité croissante. Et on est dans des mondes financiers avec des secteurs qui changent tellement, avec tellement de nouvelles choses, qu'il faut toujours être dans une situation où on est capable d'apprendre. Enfin, je ne vous ai pas parlé de mes échecs, ou un petit peu, mais pas trop. De temps en temps, j'ai candidaté, ça je vous en ai pas parlé, à des endroits où j'ai pas été pris, donc j'en ai pas parlé. Franchement, il y a des endroits, heureusement, qui m'ont pas pris. J'aurais pas été bon. Parfois, je ne vous dirai pas lesquels, j'ai pu avoir des regrets. C'est ça aussi une vie professionnelle. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut savoir faire avec. Voilà le message final que je voulais vous délivrer cet après-midi. Encore merci pour votre attention.